ce mois d'avril 2019, on fête le centenaire de la Fédération française de football. Alors le foot, c'est une passion de masse qui ne se dément pas depuis très longtemps, une immense passion populaire, mais c'est aussi des intérêts économiques, un système qui est un peu la quintessence du néolibéralisme. On sait bien que ce sont des sommes fabuleuses qui sont brassées. C'est un business donc, Et puis, c'est aussi souvent des instrumentalisations politiques, peut-être un peu moins en France qu'ailleurs, quoique, on se souvient du phénomène Bernard Tapie, par exemple, dans les années 80-90. Et puis c'est aussi des instrumentalisations politiques. Il suffit de remonter à la dernière Coupe du Monde et à l'image savamment mise en scène d'Emmanuel Macron exultant lors de la victoire de l'équipe de France. Alors pour en parler, nous avons invité Fabien Archambault. Bonjour. Bonjour Fabien Archambault, merci d'être là. Je sais que tu es en deuil en ce moment après les défaites du PSG. On est habitué. Ouais, mais voilà, tu t'es quand même ressaisi pour venir jusqu'ici et je te remercie beaucoup. Fabien Archambault est spécialiste donc d'histoire contemporaine et en particulier d'histoire sociale et politique du sport en Europe, en Italie, en France, mais aussi d'ailleurs en Amérique latine. Il a publié un livre avec Stéphane Beau et William Gasparini qui s'appelle « Le football des nations ». Il y a quelque temps. Il a aussi publié un livre sur l'histoire de la lutte entre l'Église catholique et le Parti communiste en Italie au XXe siècle pour le contrôle du football, car le football en Italie est une affaire éminemment politique depuis les origines. Alors on a parfois à gauche du foot en particulier et du sport en général, du sport de masse, une vision un peu sceptique qui consiste à y voir essentiellement un instrument pour détourner l'attention du peuple, comme si le foot était l'opium du peuple. On invoque souvent la formule du pain et des jeux pendant la Rome antique, le pain et les jeux donc, qui étaient utilisés par les grands personnages de la République romaine pour détourner l'attention du peuple. Un historien donc, qui s'occupe de football, ça peut être un peu surprenant. C'est du pain et des jeux alors, le foot ? Non. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qui a développé ce discours. On va dire depuis en gros que le sport est apparu, donc le sport est une pratique qui est le produit culturel de la société victorienne, donc au milieu du 19e siècle, en gros en Angleterre, qui se répand en Europe continentale à la fin du 19e siècle. Tout de suite, il y a eu ce reproche que le football serait là pour détourner les masses populaires de la lutte politique ou syndicale, peut avoir un fondement. Il est, par exemple, les politiques paternalistes dans le domaine du football, donc le fait que des industriels organisent leur équipe de football dans le cadre de l'entreprise, est explicitement un projet pour les détourner du militantisme syndical. Et ça, dès la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle ? Oui, en fait, ça vient des États-Unis. C'est un peu comme la taylorisation passe l'Atlantique, on va dire avant la Première Guerre mondiale, par exemple chez Renault en 1913. Il y a aussi, et notamment dans l'industrie automobile, cette idée que le sport est un moyen de discipliner les ouvriers, de leur apprendre le sens de l'autorité et de la hiérarchie. Donc ça ne concerne pas seulement le football, mais c'est en partie le football, notamment dans l'entre-deux-guerres, qui devient le sport de plus en plus très populaire, qui est à la faveur des masses. Donc il y a cette idée-là, alors qui est renforcée dans toute une partie du mouvement socialiste européen, qui est caractérisée par une très grande méfiance vis-à-vis du sport en général. C'est-à-dire que le sport est le produit d'une société bourgeoise, qui est la société bourgeoise anglaise, et on a l'idée que l'ouvrier ne doit pas faire de sport. Ils font de la gymnastique. Alors les grandes associations sportives, enfin qu'on appelle sportives maintenant, enfin de pratique physique, par exemple de la social-démocratie allemande, elles valorisent d'abord la gymnastique, qui est une activité physique qui permet de fortifier le corps des ouvriers, mais qui est considérée comme pouvant donner lieu à une pratique spécifiquement ouvrière, et en tout cas qui ne soit pas une sorte d'aliénation culturelle d'une pratique qui est d'abord une pratique bourgeoise et aristocratique. Parce que c'est le cas. Le football, quand il débarque en Europe continentale, il est le fait, donc en partie d'Anglais qui sont là, donc en gros plutôt les employés de la deuxième industrialisation, mais c'est surtout les élites anglophiles et libérales qui voient dans le mode de vie britannique
un modèle social, culturel, qui serait bon d'implanter dans le pays. Donc voilà, au départ, il y a à la fois cette utilisation explicite par le patronat du sport en général et du football en particulier comme moyen d'encadrement, en gros, des travailleurs, et du côté du mouvement ouvrier, une grande méfiance par rapport à une pratique culturelle qui est considérée comme une pratique bourgeoise. Alors après, il y a des différences selon les pays. Ceux qui sont le plus antisportifs, c'est par exemple les Italiens. Par exemple, Filippo Turati, qui est le fondateur du Parti socialiste italien à la fin du XIXe siècle, en 1912, à la Chambre des députés, en Italie, dit « le sport est aristocratique et stupide », deux adjectifs qui sont souvent similaires. Il y a un changement qui arrive dans les années 30 et qui est surtout le fait des communistes, c'est-à-dire le mouvement communiste en général, dans le cadre des politiques de Front populaire, où finalement il faut conquérir les masses, non plus être dans une lutte classe contre classe. En gros, un très grand pragmatisme. Le sport professionnel, c'est mal. Enfin, le sport, au départ, c'est mal. Le sport professionnel, encore plus. Mais en même temps, les ouvriers, quand ils vont voir un match de football, par exemple à Paris, dans les années 30, quand c'est Arsenal, un des grands clubs londoniens qui vient jouer à Paris, c'est là où il y a le plus de spectateurs. Donc, à un moment donné, il faut être pragmatique et il faut suivre, en gros, cette nouvelle passion des masses. Même si le football, jusque dans les années 50-60, en France, en Italie, c'est pas le grand sport populaire. Le grand sport populaire, c'est le cyclisme. C'est lui qui est, on peut dire, le sport national. Avec le Tour de France, bien sûr. Avec le Tour de France. Qui, dès le début du siècle, c'est ça Oui, alors après, ça renvoie alors à une deuxième problématique, à mon avis, qui peut expliquer pourquoi est-ce que le football devient important dans les sociétés occidentales. C'est d'abord le football, le sport en général, mais le football encore plus en particulier, est le produit de l'industrialisation. C'est pas pour rien, c'est pas par hasard qu'on se met à faire du football. Il y a des industriels derrière qui suivent le modèle anglais. C'est-à-dire du football plutôt qu'un autre sport, c'est ça ? Plutôt qu'un autre sport. On va dire en gros les masses, les classes populaires, font de la gymnastique parce que c'est ce qui est promu par l'État, par la Troisième République. Ça permet de maintenir la main-d'œuvre en état de Alors, fonctionner. Alors, c'est pas tellement la main-d'œuvre, c'est plus faire former des soldats. C'est-à-dire, il faut avoir une jeunesse qui soit forte pour... on a bien vu en 1870 que ça n'allait pas du tout. Avec la défaite contre l'Allemagne. Parce qu'on ne savait pas lire des cartes. Et alors que, oui, c'est l'idée, c'est l'instituteur prussien qui a gagné la guerre de 1870. Donc la Troisième République, c'est l'école républicaine, gratuite, laïque, obligatoire, et l'éducation physique. Et donc les sociétés patriotiques diffusent l'éducation physique dans le pays, mais d'abord, c'est pas le sport, c'est la gymnastique. Dans une logique nationaliste. Dans une logique nationaliste. En gros, de fortifier la nation, d'incorporer la nation. Le football, le développement du football, pourquoi est-ce qu'il y a des industriels qui s'y intéressent ? C'est parce qu'il y a le modèle anglais, le football est professionnel là-bas depuis 1888, et vous avez des industriels, donc qui ne sont pas forcément des grands industriels. Donc dans le nord de l'Angleterre, c'est par exemple les brasseurs, c'est les propriétaires de pubs qui créent en gros des sociétés par action, où tous les commerçants, petits industriels, et brasseurs d'un quartier construisent le stade, etc. Et ils font des bénéfices. Donc il y a cette idée-là. Et cette industrie, ça veut dire que vous avez de la presse, et donc vous avez tout un milieu social qui a pour objectif de vendre son produit, de gagner des parts de marché, qu'il y ait de plus en plus de pratiquants et de spectateurs. Donc c'est aussi une activité commerciale tout simplement qui est florissante en Angleterre. Alors c'est une activité qui est très florissante en Angleterre, et c'est ça le jeu, c'est-à-dire que le football qui plaît, c'est-à-dire on va dire pour que les gens se déplacent, pour voir des matchs du championnat de France, par exemple. Un des modèles, donc, c'est l'Angleterre, mais c'est aussi l'Autriche. L'Autriche, en fait, après la Première Guerre mondiale, donc, le sport est amateur. Pour participer à ce qu'est la plus grande compétition de football international, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, il faut être amateur, puisque les Jeux Olympiques sont régis par la règle de l'amateurisme. Il y a du foot quand les Jeux Olympiques sont recréés par Coubertin ? Oui, il y a du foot. Comme il n'existe pas de Coupe du Monde, c'est considéré comme
la Coupe du Monde rendez-vous. officieuse. C'est par exemple pour ça que l'Uruguay, qui a gagné les Jeux Olympiques en 1924 et en 1928, considère qu'elle a gagné 4 fois la Coupe du Monde. Très bien. Parce qu'elle a gagné en 1930 et en 1950, mais elle considère que les 2 victoires olympiques, les 2 médailles d'or olympiques, équivalent à un titre mondial de football. Les Jeux Olympiques étant réglés par la règle de l'amateurisme, pour les Jeux Olympiques d'Anvers, en fait, en 1920, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on rentre dans la problématique de... C'est-à-dire que c'est une industrie, le football, mais ça devient aussi, à un moment donné, l'expression d'une nation. C'est-à-dire que le 11 national ne sont plus juste des athlètes qui pratiquent pour leur plaisir, donc des individus qui, en gros, sont dégagés des contingences, on va dire, nationales. En 1920, les gouvernements français, britanniques et belges demandent à leurs comités olympiques respectifs d'exclure les représentants de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie. Ce qui veut dire, pour la première fois, les athlètes des Jeux Olympiques sont considérés comme les représentants d'une nation. Ils incarnent une nation. C'est donc à partir de ce moment-là qu'on rentre dans ce qu'on peut dire l'instrumentalisation politique du sport en général. Ce qui se passe en Autriche et en Hongrie, c'est que les footballeurs, ne pouvant pas participer aux Jeux Olympiques de 1920, ce sera la même chose pour ceux de 1924, il n'y a plus aucune raison qu'ils ne passent pas au professionnalisme. Et là se développent, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Autriche, en quelques années, des championnats qui élèvent le niveau de jeu. C'est-à-dire que la meilleure équipe, les meilleures équipes de l'entre-deux-guerres, c'est la Hongrie et l'Autriche. L'Autriche, le Wunderteam. Prennent une longueur d'avance à la faveur de ce concours de circonstances. Exactement. Et ça donne des idées aux industriels français qui voient que la pratique augmente dans les années 20. Et pour cette industrie du spectacle, il faut passer au professionnalisme. Donc on est déjà dans une industrie du spectacle. On est déjà dans une industrie du spectacle et la France est un des pays européens où les industriels qui veulent appliquer le modèle anglais et le modèle austro-hongrois sont les plus en retard par rapport aux autres grands pays de football. Donc, l'Angleterre a un championnat professionnel depuis 1888, toute l'Europe centrale depuis le début des années 20, en gros. L'Italie en 1926, donc les industriels négocient avec le pouvoir fasciste de passer au professionnalisme, et le régime fasciste étant d'abord une alliance entre un parti d'extrême droite, on va dire, et les élites économiques du pays, il leur accorde ce privilège, alors que idéologiquement, ils auraient été plutôt favorables à l'amateurisme. C'est-à-dire que le vieux reproche qu'on fait au sport, c'est-à-dire d'être une activité qui soit le fait d'individus, soit qui soit antipatriotique, puisqu'on ferait ça pour l'argent. Voilà, donc en gros, la France est en 1932 seulement qu'il y a un championnat professionnel qui est organisé avec un championnat national. Et donc, il y a un retard, c'est-à-dire que les industriels français ont eu du mal à imposer ce fait. Et ils l'ont fait, donc ça c'est intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la perspective d'une ligue fermée européenne. Ils le font, les grands clubs français, donc qui sont possédés par la famille Peugeot à Sochaux, les industriels du textile dans le nord de la France, donc Roubaix, Lille. Ils le font en menaçant de faire une ligue privée. C'est-à-dire de quitter la fédération et d'organiser un championnat avec les meilleurs clubs. Et donc à ce moment-là, la fédération entérine l'ouverture au professionnalisme. Donc, la question c'est pourquoi est-ce que la France a été si longue, on va dire, enfin si lente à accepter, quelles ont été les résistances ou les groupes sociaux qui ont permis de retarder l'instauration du professionnalisme. C'est qu'il y a des industriels qui sont là, mais fondamentalement, la fédération, quand elle est créée en 1919, est l'émanation du mouvement catholique sportif. Il y a un encadrement religieux du sport. Il y a un encadrement religieux du sport. Parce que c'est une sociabilité au plus près des masses. Oui, alors en France, ce qui est intéressant, c'est la FGSPF, donc la Fédération gymnique et sportive des patronages de France, qui est fondée en 1903. Le fait qu'elle soit fondée en 1903 n'est pas un hasard. En 1902, donc on sait qu'il y a eu la séparation de l'Église et de l'État en 1905. En 1902, vous avez l'expulsion des congrégations enseignantes en France. Ce qui, pour l'Église catholique, dont l'objectif est, enfin, dans son projet d'encadrement des sociétés, est de s'assurer le monopole de la formation de la jeunesse, pour, en gros, ne pas perdre le contact avec la jeunesse, elle a l'idée qu'il faut passer au sport. Et donc, elle crée cette fédération
en 1903, et elle s'empare d'un des sports qui est négligé par les autorités, on va dire, puisque c'est la gymnastique qui est promue jusque-là, et elle choisit le football, qui sera pour elle un des moyens d'attirer la jeunesse dans les patronages. Et il y a un géographe, Loïc Ravenel, qui a fait sa thèse à la fin des années 90 sur la géographie du football en France, qui montre que les forces vives du football en France, ce sont les régions catholiques encore maintenant. Encore aujourd'hui ? Avec tout le maillage des clubs, c'est tout l'Ouest, on va dire la Bretagne, une partie de la Normandie, la vallée de la Loire, la région lyonnaise, et c'est finalement assez peu un sport ouvrier, comme ça l'a été en Angleterre, par exemple avec le nord de la France. Et ça se voit encore dans le nombre de clubs. Quand on regarde les présidents de la Fédération française de football, vous avez Noël Le Graët en ce moment, qui est breton, vous avez eu Jean Fournet-Fayard, qui est lyonnais, Claude Simonet, qui est nantais. Pourquoi est-ce que ce sont ces individus-là qui gagnent les élections ? C'est qu'ils ont plus de clubs qui peuvent voter pour eux dans les assemblées générales de la fédération. Donc historiquement, le football catholique en France est le socle du développement du football. Donc il y a toute une histoire institutionnelle compliquée entre deux organismes qui organisent la pratique du football. Il y a un comité interfédéral, il y a l'Union française des sociétés de sport athlétique. Et en gros, 1919, c'est toutes ces institutions qui fusionnent dans une nouvelle fédération, qui là aussi est la création de la fédération française est tardive par rapport aux autres pays étrangers. En Italie, c'est en 1880, c'est à la fin du 19e siècle. Même chose en Allemagne. En gros, autour de 1900, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne ont déjà une fédération. En France, ça vient plus tard. Et alors, est-ce qu'il y a un lien dans le temps long avec la situation actuelle et ce qu'on en dit souvent, à savoir que la France n'est toujours pas un grand pays de football, pour reprendre un concept peut-être un peu journalistique. Est-ce qu'avec les victoires en Coupe du Monde, 2 victoires en 20 ans, alors qu'on n'avait jamais remporté une Coupe du Monde, on est devenu un grand pays de football ? Alors, la France est un pays étrange, on va dire hybride, dans cette perspective de savoir si c'est un grand pays de football. Qu'est-ce que c'est qu'un grand pays de football ? En gros, ce serait un pays où, disons que cette activité sportive-là suscite l'adhésion ou l'intérêt de la majorité de la population, que ce soit par le biais de l'équipe nationale ou des équipes de clubs. Alors, du point de vue de l'équipe nationale, oui, la France est un pays de football, c'est-à-dire que c'est une fédération qui maintenant doit avoir 2 millions de licenciés, donc elle a très rapidement eu, on va dire, le grand développement de la pratique sportive en France, c'est sous Vichy. Les 5 grandes fédérations de sport collectif, c'est à ce moment-là qu'elles... Toujours à des fins d'encadrement étroit de la population, j'imagine. Exactement. Oui, c'est... Pour la Révolution nationale... Oui, c'est qu'il y a cette idée, mais alors qui n'est pas uniquement le fait du régime de Vichy, qui est une préoccupation des élites françaises. Déjà, le Front populaire veut... en gros, développer la pratique sportive, oui, il y a une politique sportive des maths, populaire, et qui est, on va dire, transpartisane, mais le fait que ce soit un régime autoritaire fait que c'est valorisé, et notamment les 5 fédérations qui sont choisies par le régime de Vichy, donc le football, le rugby à 15, et non pas à 13, qui est professionnel, le basketball, le volleyball et le handball, qui a une concession faite à l'occupant allemand. Ces 5 fédérations-là, leurs effectifs explosent, un peu comme pendant le baby-boom, à partir de 43-44, et ça reste toujours les 5 grandes fédérations de sport collectif aujourd'hui. Alors, grand pays de football ou pas grand pays de football ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a dès après 45, on tourne autour du million de licenciés. L'équipe nationale a des bons résultats, on va dire elle est 3e à la Coupe du Monde 1958. Elle devient championne du monde, il n'y a que très peu de pays qui gagnent la Coupe du Monde de football. En 98. Mais elle a gagné le championnat d'Europe en 1984. Elle a fait 2 finales de Coupe du Monde dans les années 80. Donc de ce point de vue-là, oui, la France est une des grandes nations du football. De demi-finale de Coupe du Monde. De demi-finale de Coupe du Monde. Le problème, c'est du côté des clubs. C'est-à-dire le football de club. Si on regarde depuis la création des Coupes d'Europe, donc qui ont été créées dans la deuxième moitié des années 50, donc il y en a eu 3 à partir des années 60, maintenant il n'y en a plus que 2, donc en gros, plus ou moins au jugé, il doit y avoir entre 160 et 170 Coupes d'Europe qui ont été décernées, jouées
et remportés depuis leur création au milieu des années 50. Sur ces, on va dire, 170 Coupes d'Europe, la France en a gagné 2 et a participé à 15 finales, en gros. Ce qui place la France en dessous, voire au niveau de pays comme l'Écosse, même la Yougoslavie ou les Pays-Bas ont un palmarès qui est largement meilleur que celui de la France. Je ne parle pas de pays comme le Portugal, etc. Ils sont bien au-dessus avec le Porto, Benfica, le FC Porto. Ouais. Donc de ce point de vue-là, c'est une anomalie, c'est-à-dire que c'est un des pays les plus riches du continent. En gros, qu'il n'y a aucune raison qui n'ait pas le même palmarès que les Espagnols, les Italiens, les Anglais, les Allemands. Alors, à mon avis, la principale explication, c'est le fait, et c'est là où on rejoint l'idée que ce n'est pas un pays de football, c'est l'importance que revêt le football pour les élites du pays, élite politique, élite intellectuelle et élite économique. C'est-à-dire que, donc là, comparons avec ce qui est comparable. En gros, un pays qui a connu une industrialisation différente du modèle anglais ou du modèle allemand, qui a longtemps eu une population à majorité rurale, c'est l'Italie. C'est le modèle le plus proche, on va dire, de configuration sociale de l'implantation du football. Donc là, par comparaison avec l'Italie, on peut voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a l'industrie, mais il y a aussi des questions de prestige national qui rentrent en jeu. Pour l'Italie, qui se vit comme une nation prolétaire dans l'entre-deux-guerres, le football, c'est le moyen de battre les maîtres. C'est de battre les Autrichiens, c'est de battre les Anglais. C'est d'être considéré comme, à partir du moment où le football s'insère dans les mécanismes d'expression du pouvoir symbolique dans les relations internationales, le football est un des moyens pour l'Italie d'exister sur la scène internationale. Et Mussolini l'a déjà, beaucoup alors utilisé. même si c'est pas le plus important, c'est-à-dire que le football, comme en France, le grand sport national, c'est le cyclisme. Ouais. C'est-à-dire qu'en 1938, vous avez 2 victoires importantes pour l'Italie. La victoire à la Coupe du Monde qui est organisée en France, mais surtout la victoire de l'équipe d'Italie au Tour de France cycliste avec Gino Bartali qui remporte son premier Tour de France. C'est ça la grande fierté nationale et sportive des Italiens en 1938, c'est pas la Coupe du Monde de football, c'est la victoire dans le Tour de France. Alors qu'est-ce qui se passe ? Les grands industriels italiens investissent dans leurs clubs, qui deviennent les plus riches du monde dès les années 30, et ça s'accentue dans les années 40, 50, 60. Et en France, il n'y a pas Et en France, idée. Non, c'est-à-dire pour faire une comparaison, par exemple les grands clubs italiens, vous avez la Juventus de Turin, donc avec la famille Agnelli qui investit. On peut dire que vous avez la même chose avec la famille Peugeot. Sauf que les montants qui sont investis sont bien moindres en France par rapport à la Juventus. Le FC Sochaux, c'est pas vraiment la Juventus en termes de palmarès. Alors, dans les années 30, c'est un bon club. C'est un des meilleurs clubs du championnat. Il gagne 2 fois le championnat. Mais disons que ça ne dure pas. C'est-à-dire que ça ne dure pas sur plusieurs décennies dans le siècle. Si on considère le foot moderne. Vous avez le Milan AC, c'est Rizzoli, donc le grand éditeur. Et vous avez l'Inter de Milan, la famille Moratti, des pétroliers. Est-ce que Hachette et Total ont possédé un club de première division et ont investi massivement dedans? Non. Alors c'est une question de culture politique des élites? Non, je pense que c'est une question culturelle, c'est-à-dire que Général, c'est-à-dire au sens où le football est introduit par des élites libérales et anglophiles, et à partir du moment dans les années 20-30 où ça devient une pratique qui est populaire, les élites s'en détournent. Donc c'est le processus de la distinction culturelle qu'a étudié Bourdieu. Mais alors justement, si on pense même au monde contemporain, en termes de sociologie, c'est Bourdieu qui soulignait, mais il n'est pas le seul, le fait que le football, c'est ce qu'il y a de plus large en termes sociologiques. C'est-à-dire que aussi bien les plus défavorisés que les plus riches, aussi bien ceux qui sont les moins éduqués que ceux qui ont fait les plus longues études, sont à peu près dans des proportions similaires, fans de foot chez les hommes. Donc il y a un continuum en France aussi de ce point de vue-là, dans l'intérêt pour le foot entre les classes sociales. C'est une passion transclasse. Alors c'est une passion transclasse, mais ça ne l'a pas toujours été. Au sens, et alors, c'est là aussi, si on compare avec les autres pays européens, ça l'est moins dans les autres pays. C'est-à-dire que par exemple, les études de sociologie qui sont menées pour l'Italie, dans les années 70, c'est au contraire, plus on monte dans la hiérarchie sociale et dans la hiérarchie scolaire, en gros, dans la réussite scolaire, plus vous supportez le football.
Ça reste le sport de la grande bourgeoisie. C'est contre-intuitif. C'est totalement étonnant. contre-intuitif. Et en France, c'est en partie le cas. C'est le cas en partie grâce au mouvement catholique, qui est un mouvement interclassiste, mais qui, à la différence de l'Italie, a finalement des problèmes. On va dire le maillage paroissial français et ses capacités d'encadrement de la jeunesse sont plus faibles en France qu'en Italie du fait de l'évolution des rapports entre l'Église et l'État en France. Donc ce qui fait que vous avez, oui, ces élites, en partie des élites d'éducation catholique qui aiment le football, mais ça ne devient jamais un enjeu culturel pour la grande bourgeoisie française de suivre un club de football. Et donc c'est de ce point de vue-là, pour répondre à la question, qu'on ne peut pas dire que la France soit un grand pays de football. Alors pour donner une anecdote, quand j'avais été à Rome pour faire ma thèse, j'étais allé au Parioli, donc le quartier bourgeois de Rome. Le quartier bourgeois de Rome. C'est un peu le 16e arrondissement de Rome. Le 16e arrondissement, comparé avec Paris. Sonnant à la porte pour rejoindre un ami, une vieille comtesse qui habitait dans l'immeuble reconnaît mon accent que je suis français et me dit « Ah, vous êtes français, nous avons Vincent Candela à la Roma. » Le défenseur de l'équipe de France de la Roma. Est-ce que la même scène où vous aurez un jeune étudiant italien qui, dans le 16e arrondissement, sonne à la porte et vous avez une vieille marquise qui sort, lui aurait dit « Ah, vous êtes italien, nous avons Marco Simone au PSG. » Elle ne sait même pas, elle ne sait pas qui est Marco Simone et elle sait à peine ce qu'est le PSG. Donc c'est de ce point de vue-là qu'on peut dire que, et ça se reflète après dans le palmarès des compétitions européennes, c'est qu'il n'y a pas eu l'investissement économique des élites du pays n'a pas été le même, était bien moindre en France que dans les autres pays européens de taille comparable, voire moins riches que la France, parce que les élites du pays n'y trouvaient pas un intérêt, on va dire, social, pour renforcer leur légitimité sociale à le faire. Alors évidemment, il y a des exceptions, il y a Marseille, par exemple, où il y a une configuration particulière qui se rapproche beaucoup de l'Italie, où là vous avez une ville et une municipalité, où le pouvoir politique de la municipalité se renforce, et en tout cas il est impensable qu'elle ne s'occupe pas des affaires du club de la ville. Essentiellement le phénomène tapis, puis ensuite Robert Louis Dreyfus, mais c'est quand même des épisodes relativement limités dans le temps. Oui, mais non, toujours l'Olympique de Marseille, ce qui se passe à l'Olympique de Marseille ne laisse pas indifférent le conseil municipal. D'accord, mais il n'y a pas de gros intérêts économiques sur le très long terme qui demeurent et qui maintiennent Marseille comme un club d'envergure européenne. Alors l'idée, c'est ce manque d'argent, d'investissement financier des élites dans le football de clubs français, fait que comment est-ce que ces clubs survivent ? Ils survivent d'abord souvent par un lien avec les municipalités, c'est-à-dire qui sont propriétaires des stades, qui ont bâti les stades, donc le stade Vélodrome à Marseille, la même chose à Bordeaux, la même chose à Lyon, et donc qui subventionnent de cette manière-là le club, voire qui accordent des subventions municipales. De ce point de vue-là, ça explique pourquoi Paris n'a pas de grand club. C'est-à-dire que vous n'avez pas de municipalité de Paris, vous n'avez pas de maire de Paris jusqu'en 1977. D'accord. Et le PSG accède à la première division en 1974, ce qui correspond, 3 ans plus tard, Jacques Chirac est élu maire de Paris. Et les investissements de la ville de Paris, qui à ce moment-là se conforment au modèle municipal français, débouchent sur la première victoire en Coupe de France en 1982. Et on se souvient que Jacques Chirac allait au Parc des Princes. C'est le club du RPR parisien, le Paris Saint-Germain à l'origine. Donc vous avez ce lien avec les municipalités et ensuite des investissements, parce qu'il y en a, mais qui sont, on va dire, non pas les plus grosses entreprises du pays, mais toujours des industriels locaux de taille régionale. C'est la famille Rocher à Saint-Étienne, c'est des travaux publics. Le grand club des années 70. Mais c'est finalement, donc ça a été d'abord la famille Guichard qui était propriétaire de Casino, qui est des entreprises de distribution alimentaire, mais qui sont dans la région, on va dire, stéphanoise, lyonnaise. C'est ça, au départ, la famille Rocher, c'est la même chose. C'est autour c'est une entreprise de travaux publics qui est active dans la région. Le stade de Reims, c'est les industriels du Champagne, parce que ça fait de la publicité. Donc c'est les grandes maisons. Le grand club des années 50-60. C'est les grandes maisons de champagne. C'est lié aux maisons de champagne. Qui s'allient pour avoir un club qui met en avant leur région.
C'était l'un des rares clubs de dimension européenne avant la Saint-Étienne des années Voilà, 70. c'est ça. Et donc, Jean-Michel Aulas, c'est de l'informatique de la région lyonnaise. Aujourd'hui pour Lyon. Nicolas Montpellier, c'est du ramassage d'ordures. Et au départ, c'est le Gard et l'Hérault, etc. Donc, plus ils sont riches, et vu qu'il n'y a pas de gros investisseurs nationaux, ça suffit. C'est-à-dire que la famille Rocher, quand elle investit dans les années 70 dans la Saint-Étienne, tout de suite, on devient champion de France très vite. Parce qu'il n'y a pas une concurrence. Il n'y a pas une concurrence. Il n'y a pas de très grands clubs. Voilà, il n'y a pas de très grands clubs. Ce qui explique en partie que le monde du football français, qui est, en tout cas pour les championnats professionnels, qui est le fait des élites provinciales, ou en tout cas qui n'ont pas une envergure économique nationale, qui cherchent des moyens d'exister face à la concurrence européenne, d'autant plus avec l'ouverture du marché des joueurs en 1996. Donc, l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman, donc en gros, la justice européenne interdit les limitations de joueurs en termes de nationalité. D'avoir plus de 3 joueurs, parce que c'était limité à 3 joueurs à ce moment-là, étrangers dans une équipe de club. Voilà, c'est ça. Et donc, face aux mastodontes européens, très vite, le football français n'a plus les moyens de lutter. Et donc, vous avez tout un mouvement dans les années 2000, qui est représenté par Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, d'ouvrir le monde du football aux investisseurs, aux flux financiers internationaux. Et ça débouche sur l'aventure qatari du PSG, pour en revenir à une de tes passions. Oui. Malheureuse. Mais alors oui, le PSG, l'investissement qatari, les énormes sommes d'argent qui font passer finalement l'économie de ce club, je ne parle pas de son statut sportif, à une dimension comparable au Real Madrid, à Manchester United, à la Juve. Est-ce que ça marque l'entrée dans une nouvelle ère du football français? Est-ce que c'est pas un peu isolé, puisque le PSG n'a pas de concurrent dans le cas du championnat de France? Oui, c'est une sorte d'aggiornamento culturel, financier et culturel. C'est le loup dans la bergerie. Au sens où le championnat de France avait un relatif équilibre financier, financier en tout cas, qui permettait à un certain nombre de clubs de pouvoir envisager de remporter le titre de champion de France. Il y avait un vrai suspense, quoi. Voilà, ça pouvait être Bordeaux, ça pouvait être Marseille, ça pouvait être Nantes, Lille, Paris. Donc il y a une domination lyonnaise au début des années 2000, mais disons que après sur la fin, c'était plus disputé. Quand on change de cycle de joueurs, etc. C'est Bordeaux qui devient champion de France. Là, tout d'un coup, vous vouliez, Jean-Michel Aulas et ses copains à la Ligue appelaient à ce que les flux financiers investissent dans le championnat de France. Ils ont eu un fonds souverain, un fonds d'État souverain international. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les résistances culturelles. C'est-à-dire que le monde du football français, qui est, à la différence de beaucoup d'institutions culturelles du pays, qui est marqué par une centralisation parisienne, vous avez au contraire cette dimension provinciale dont tu parlais, une domination, finalement culturelle, financière et institutionnelle. La France n'est pas, Paris n'est pas le bastion, n'est pas l'expression d'un bastion du football français. Non, alors qu'à Londres, il y a 4 ou 5 clubs d'envergure internationale. Alors même si c'est les clubs du Nord, historiquement en Angleterre, qui se considèrent comme dépositaires de la légitimité du football anglais. Entre Arsenal, Chelsea, Tottenham. Bien sûr, mais disons pour les habitants du nord de l'Angleterre, c'est Liverpool et Manchester, c'est Liverpool, etc. Mais bon, donc oui, Paris, c'est un club qui émerge tardivement, et puis il n'y en a qu'un. Et il n'y en a qu'un, et donc le football français étant structuré autour, on peut voir ça, les rédactions de France Football ou de l'Équipe, etc. Structuré par un tropisme provincial. C'est-à-dire que les grands clubs, c'est Saint-Étienne, c'est Marseille, etc. Bordeaux et Nantes. Bordeaux et Nantes. Donc il y a en gros une difficulté et une remise en cause de la légitimité du Paris Saint-Germain. D'accord. Donc il y a un choc culturel à l'intérieur du foot. Il y a un choc culturel, mais il va falloir s'y habituer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison dans le monde du football tel qu'il fonctionne aujourd'hui que ce ne soit pas de plus en plus l'argent qui... Alors, attention, il ne faut pas après avoir un discours, on va dire, naïf sur l'argent dans le football. Le football, les championnats de football, etc., sont le produit de l'industrialisation. C'est-à-dire que c'est le lien avec l'industrie qui explique que ce soit le football qui, en Europe, soit devenu le sport des masses. Alors, s'il n'y avait pas eu les investissements
Il y a l'essor économique industriel. financier, ça aurait pu être un autre sport. C'est le lien avec l'économie, avec la finance, qui fait de cette pratique la pratique qui est la plus suivie et qui s'impose à l'échelle du siècle. Un spectacle de masse, quoi. Battant, par exemple, le cyclisme, qui est l'expression d'une société rurale, c'est-à-dire qui est le moyen de locomotion privilégié de sociétés qui sont en majorité rurales, en Italie jusqu'au début des années 60, en France jusque dans les années 30. D'où le succès à l'époque et d'où le recul, quand même, par rapport au football, en termes de passion de masse. Totalement. Et de spectacle de masse. Oui, oui, tout à fait. Et d'industrie de masse, l'industrie du spectacle. N'oublions pas, par exemple, c'était le cas pour le cyclisme, la grande compétition, le Tour de France, c'est une création du journal Lotto. Pour quel est le meilleur moyen de vendre du papier, c'est de créer sa propre compétition et de faire la promotion le Tour de France qui appartient à Maurice Sport Organisation, qui appartient à la famille qui possède l'équipe. Même chose pour les Coupes d'Europe de football. La création des Coupes d'Europe de football au milieu des années 50, c'est pas du tout l'idée qu'il faut unir l'Europe, symbolisé par le sport des relations amicales entre des pays qui ont fait la guerre une dizaine d'années avant. Non, c'est pas du tout ça, c'est l'équipe qui se rend compte qu'il y a une baisse des ventes en milieu de semaine, le journal L'équipe, qui crée cette compétition. C'est une création française, donc Cocorico. Les Coupes d'Europe de foot, on les gagne pas, mais on les a créées. Voilà, c'est ce qui reste. Et le Ballon d'Or aussi, puisque France Football oui, tout à fait, est un journal français qui décerne le Ballon d'Or pour le meilleur joueur du monde maintenant chaque année. C'est le même groupe de presse. C'est aussi des créations françaises. Voilà, tout à fait. Et alors, donc ce PSG qui écrase financièrement et sportivement, en conséquence, le championnat de France, on ne peut pas espérer qu'il soit concurrencé par un club de dimension semblable qui serait soit à Paris, soit en province. En tout cas, il n'y a pas de logique économique qui se profile dans ce sens. S'il y a des investisseurs, là, c'est de ce point de vue-là, c'est le travail des dirigeant de la Ligue de football, c'est-à-dire que vu la configuration actuelle du monde du football, du fonctionnement du monde professionnel du football, le seul moyen, c'est d'attirer d'autres investisseurs qui s'empareraient ou seraient propriétaires d'autres grands clubs français pour relancer l'intérêt du championnat. De ce point de vue-là aussi, c'est aussi un changement culturel au sens, quand on regarde les grands, par exemple l'Espagne, où là aussi on peut parler d'un grand pays de football. Finalement, vous avez deux grands clubs. Oui. Il y a l'Atlético de temps en temps, il y a eu les Basques à un moment donné, mais l'Atlético de Bilbao, c'est ça? Oui, l'Atlético de Bilbao, pas l'Atlético. Pardon. L'Atlético de Bilbao, c'est pas le même. Oui, là ça renvoie au. C'est de l'érudition footballistique, ça. Mais ça renvoie à des phénomènes importants dans comment est-ce que le football devient un sport national, justement. Et là, on voit justement que ce phénomène ne s'est pas passé en France. Tous les grands pays de football européens, à un moment donné, ont nationalisé cette pratique culturelle importée qu'était le football. Ouais. C'est-à-dire que pour que les élites nationalistes s'emparent du football, il ne faut pas que ce soit vu comme l'importation d'une pratique étrangère, mais comme le produit d'une société. Ce qui fait que, par exemple, les Italiens, en 1908, la fédération s'appelle la fédération de calcio. Calcio, c'est un nom local. C'est un nom local, ça renvoie à un rituel civique du Moyen-Âge, et on entretient la fiction d'une antériorité autochtone du football en Italie. Et c'est à cette condition un récit des origines que le football peut devenir un sport national. Et en Espagne, ce qui est intéressant, c'est l'Athletic Bilbao. Donc là, on est sur une région industrielle qui est en lien avec l'Angleterre. Et donc vous avez une élite libérale qui importe le modèle anglais et donc l'appelle Athletic. En revanche, 10 ans plus tard, quand ça arrive à Madrid, où là, justement, on conquiert le pouvoir politique, les élites politiques castillanes, là, il faut nationaliser le jeu. Et donc, on parlera de fédération de football à l'espagnol. Et ce sera l'Atlético de Madrid. Et donc là, on voit bien, à 10 ans d'intervalle, qu'il y a eu un processus de nationalisation. Même chose en Allemagne, où vous avez le football, là aussi au début du XXe siècle. La France continue à dire football. Ah oui, alors elle continue à parler de corner, même si avec la loi Toul, mais ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Et ce qui veut dire que justement, c'est un des révélateurs
culturelle d'une nationalisation incomplète et inachevée. Non-appropriation nationale, en quelque fait. sorte. Et alors, il y a quelque chose de nouveau quand même à l'échelle générale dans le monde du foot depuis quelques années, c'est le foot féminin. Et le 7 juin va s'ouvrir en France la 8e Coupe du monde de foot féminin. La première a eu lieu en 1991. Du 7 juin au 7 juillet, donc ça va avoir lieu en France. Ça a longtemps été méprisé, le foot féminin, alors que, si j'ai bien compris, au début du siècle, il y a une pratique footballistique féminine, des compétitions nationales et même internationales. Ça disparaît ensuite jusqu'au début des années 70. Ça reste extrêmement marginal jusqu'au début des années 90. Et puis, il y a une montée. Ce que je crois savoir, c'est qu'avec les États-Unis, on a le premier pays où le football féminin est une passion de masse. Oui, c'est ça. Alors que le football n'est pas un sport états-unien. Oui. Alors, après, ça renvoie, je pense, à la structuration du champ sportif. C'est-à-dire, en gros, qui pratique un sport et quel sport à partir, en gros, de l'introduction du sport dans les sociétés occidentales au début du XXe siècle. On a, en gros, jusque dans les années 30, une phase qui est assez ouverte, où vous avez plusieurs institutions qui essayent de promouvoir telle ou telle pratique. Donc entre les industriels, le mouvement ouvrier, le mouvement associatif laïque, le mouvement catholique, etc. Tout est ouvert au début, ce qui, par exemple, explique que vous avez des jeunes femmes françaises qui jouent au football jusque dans les années 20-30. À partir du moment où le sport se massifie et se démocratise, qu'est-ce qui est devenu le sport féminin en France ? C'est le basket. La première fédération de sport collectif féminin, c'est le basket et c'est l'Église, encore qu'elle a. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du mouvement catholique qui commence à avoir des réticences par rapport au football parce qu'il se professionnalise. Et donc, on jouerait au football pour gagner de l'argent, alors que c'est une pratique qui est intrinsèquement chrétienne, c'est-à-dire qui doit être une propédeutique à la formation religieuse et qui doit en gros être désintéressée. Et en gros, ce basket est proposé aux femmes, c'est-à-dire comme activité physique propre aux femmes. Ensuite, il y a le volleyball en partie, mais qui n'arrive jamais à ce niveau de popularité auprès des jeunes filles. Donc voilà, il y a en gros, le champ sportif se structure de cette manière. Dans le champ américain, dans le champ sportif américain, le football, ce qu'ils appellent le soccer, n'est pas quand il arrive, c'est-à-dire avec les vagues de migration, on va dire, européennes des années 20-30, le système sportif est déjà structuré. Vous avez déjà, en gros, le baseball et le football américain, qui sont des pratiques, on va dire, de masse et en partie qui permettent d'affirmer la virilité, notamment je pense au football américain. Vous avez le basket qui est une des créations de la société américaine. Et donc les filles, le basket est né aux États-Unis. Le basket est né aux États-Unis et les filles jouent au basket aux États-Unis. Et donc voilà, vous avez dans, on va dire, le système universitaire américain une pratique qui est alternative au basket pour les femmes. Ça devient le soccer. Le football. D'où l'importance, le marché américain, c'est pas rien. C'est-à-dire que le football reste une industrie. Qu'est-ce qu'une fédération de sport ? Donc, que ce soit au niveau national, la Fédération française par exemple, ou au niveau international, la FIFA. Son objectif, c'est de faire progresser son sport. C'est de gagner des parts de marché de son activité. Alors, pas seulement d'un point de vue, on va dire, de bénéfices économiques, de profit économique. C'est tout simplement de faire la promotion de son activité. Alors, les organisations sportives, nationales ou internationales, sont le produit de la société du XXe siècle. C'est-à-dire des gens qui pensent que pour leur loisir, le sport qu'ils promeuvent est une bonne manière d'occuper son temps libre. Donc il y a cette idée de, les États-Unis, c'est pas rien. Donc le football féminin, si ça a marché aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de le développer ? Et avec aussi une notion pour les industriels, c'est que c'est un marché à conquérir. C'est-à-dire que Jean-Michel Aulas, pour revenir à lui, a investi dans l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais. Qui est une des meilleures d'Europe. Une des meilleures d'Europe. Alors que jusqu'ici, c'était les Norvégiennes, les Allemandes. Voilà, tout à fait. Les clubs norvégiens et allemands. Voilà. Et il y a un marché à prendre. C'est-à-dire qu'après tout, pourquoi pas
pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec le football féminin ce qu'on a fait avec le football masculin? Alors on voit, on entend qu'il y a des préjugés autour du football féminin qui sont tout à fait typiques sans doute d'une tournure d'esprit misogyne. Ça serait moins intéressant. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu aimes regarder le football féminin? Alors justement, en fait, c'est là où on voit la force d'une industrie. C'est-à-dire qu'en plus, c'est lié aux médias maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on peut voir du football féminin à la télévision, ce qui était impossible. Quand nous, on a commencé à s'intéresser au football dans les années 90, on va dire, même si on avait voulu en voir, on n'en aurait pas vu. Donc là, on voit, l'industrie du football a des liens, comme tout le sport, avec les industries des médias, de plus en plus. Donc, se passe pour le football féminin, on s'y base avec des médias qui étaient différents au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, ce qui s'est passé avec le football masculin. C'est-à-dire qu'on nous vend un produit, c'est-à-dire qu'on crée de l'intérêt autour du produit. On écrit des articles, on organise une compétition. Donc le discours a changé. Il était négatif largement jusqu'à une date récente autour du foot féminin. Oui. Et maintenant, il y a un discours positif qui est développé dans les médias. Forcément, si vous voulez vendre votre produit, si vous dites que c'est pas génial. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, à mon avis, se passe dans le football féminin. C'est encore un sport qui est au début de la professionnalisation. Donc, forcément, c'est moins bon, on va dire, dans l'absolu que les hommes. Mais ça va changer. C'est-à-dire que plus il y aura de pratiquants, et plus ce sera professionnalisé, plus en gros l'ensemble des pratiquants de la première division française seront professionnalisés, des vrais professionnels, et le niveau augmentera mécaniquement, forcément, comme ce qui est arrivé en Autriche dans les années 20. Et plus ce sera spectaculaire. Et plus ce sera spectaculaire, plus il y aura de l'intérêt. Regardez, puisque là, pour l'instant, le championnat de France de football féminin, c'est Lyon et Paris. Il n'y a que deux clubs. Il n'y a que deux clubs. Disons, il n'y a que deux clubs qui dominent. Qui dominent, oui, et qui dominent, contre les équipes les plus faibles des championnats, c'est des scores autour de 10-0. D'accord. Donc voilà. Mais c'est pas comparable à la domination du PSG sur les autres équipes françaises. Non, bien sûr. Même si, par exemple, l'arbitrage français, depuis quelques années avec le PSG, arbitre contre le cours du jeu. C'est-à-dire qu'il s'agit d'empêcher. Il y a l'idée que si Paris gagnait 8-9-0 tous ces matchs, ça renforcerait, on va dire, le désintérêt qu'il pourrait y avoir. Un arbitrage qui serait conçu de manière un peu défavorable au PSG pour qu'il ne gagne pas trop largement? Disons que venez. C'est grave cette accusation, monsieur Archambault. Venez au Parc des Princes et vous verrez sur une saison comment, on passera rien à l'épaule sur le hors-jeu de l'attaquant du PSG. Mais là, je suis partisan, probablement. Ah, c'est ça, oui. Bon, merci beaucoup, Fabien Archambault. Bon courage avec le PSG, c'est sûrement pour l'année prochaine, la Coupe d'Europe.